petite fille, j'étais une petite fille sage, comme le disait ma maman, comme le dit ma maman. Sage et avec une vie intérieure très riche. Je me réfugiais dans la lecture, dans l'écriture et le dessin. J'avais un caractère vraiment facile. Voilà. J'ai une sœur jumelle et ma mère ne s'est jamais plainte en fait de nous. Les gens autour de nous adoraient nous recevoir aussi parce qu'on était calme, on était sage. Et ça depuis bébé. Alors, j'ai su que je voulais devenir chanteuse quand j'avais, je crois, 9 ans. Oui, c'était aux alentours de mes 10 ans. Et je ne sais pas d'où est venue cette envie. Elle a été nourrie par l'écoute des chanteuses comme Sade, Whitney Houston. J'écoutais beaucoup de musique. On a eu la chance avec nos parents d'avoir une écoute de la musique vraiment internationale plutôt. Ils nous ont fait écouter de la musique antillaise, la cadence, le compas. On a écouté du ballet, de la mazurka, de la biguine. Il y avait également des disques de Stevie Wonder ou de Bob Marley à la maison. J'ai découvert James Brown et Marvin Gaye. Et donc, on baignait dans ça. On était dans un petit groupe de musique, un petit groupe de danse traditionnelle. Quand je repense à ça, j'ai toujours beaucoup de tendresse parce que c'est mon père qui m'a appris à tout danser. Donc, je suis une danseuse internationale aujourd'hui. Je danse la biguine, la rumba, le paso doble, tout grâce à papa. Alors, nos parents nous ont toujours encouragés dans ce qu'on aimait faire, que ce soit artistique ou professionnel, mais l'éducation un petit peu à l'ancienne voulait qu'on passe notre diplôme. Faites vos études et ensuite faites ce que vous voulez. Lorsque vous serez majeur et vacciné, vous ferez ce que vous voulez. C'est exactement ce qu'ils nous disaient. Mais la musique était toujours là. J'ai été bonne élève, donc j'ai eu mon bac à 2 à l'époque, donc L aujourd'hui, et j'ai fait une fac de communication pour rester dans les directives de papa et maman. Et puis après là, c'est toute une histoire. J'ai choisi le domaine de la communication parce que je n'avais pas envie de devenir prof, je n'avais pas envie de devenir fonctionnaire, je n'avais pas envie de devenir une matheuse ou de faire quelque chose qui soit, entre guillemets, normal. Et dans les années 90, faire de la communication, c'était waouh, ça prouvait que tu étais particulièrement brillant et que tu partais dans des domaines qui n'étaient pas forcément connus du grand public. J'ai choisi la communication image parce que j'ai toujours eu une appétence pour l'histoire de l'art. Et justement, dans la communication image, on explorait aussi bien l'histoire du cinéma que l'histoire de l'art. On faisait aussi de l'ethnologie, de la sociologie, de la linguistique. Mais c'était vraiment axé sur tout ce qui concernait l'image. Et ça a été des années de fac où je me suis vraiment éclatée. Mon rapport avec la terre d'origine de mes parents, la Martinique, est pour moi aussi un rapport viscéral. C'est-à-dire que je ne suis pas née en Martinique, mais je me sens profondément martiniquaise parce que nous avons eu la chance, mes sœurs et moi, d'avoir des parents qui nous ont baignés véritablement dans la culture, que ce soit au niveau culinaire, que ce soit au niveau musical, que ce soit au niveau littéraire. Et je me suis toujours sentie martiniquaise. On a baigné dans le créole, donc je fais partie de cette génération d'enfants nés dans l'Hexagone qui parlent le créole et qui le comprend. Il y a une génération, donc la même génération que la mienne, il y en a beaucoup parmi eux qui ne pratiquent pas la langue créole. Et je remercie vraiment mes parents pour ça parce que ils ont fait de nous des personnes qui sont profondément ancrées au niveau identitaire. C'est une bénédiction. C'est pas donné à tous les enfants. En 2022, encore aujourd'hui, être une femme noire n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est ni victimaire, ni misérabiliste de le dire, c'est une réalité. Lorsqu'on est une femme noire, qu'on soit martiniquaise ou d'origine africaine, le simple fait d'avoir cette couleur de peau ferme des portes, crée des préjugés. Je me suis retrouvée avec des personnes qui voulaient absolument toucher mes cheveux parce qu'ils trouvaient ça super ethnique, jusqu'à ce qu'un jour, je touche les cheveux d'une blonde, des cheveux très fins, blonds. Je fais, ils sont très très ethniques, caucasiens tes cheveux. Et là, en renvoyant à l'autre justement ses limites d'acceptation,
on se retrouve à faire de l'éducation malgré nous. On n'a pas à faire d'éducation aujourd'hui par rapport à ça. Donc oui, j'ai vraiment été discriminée régulièrement pour l'octroi d'un appartement, pour un travail à compétences à CV égal. Et j'ai pas envie de me dire que je dois me battre pour ça. Donc je travaille plus pour changer les mentalités, conserver une attitude positive et éducative pour que les gens comprennent à quel point c'est stupide de faire de la discrimination pour une question de couleur de peau. L'image de la femme dans la société aujourd'hui, alors je le dis avec un grand sourire parce que je suis en train de me rendre compte qu'on est dans une société qui est profondément sexiste, c'est systémique. Il ne faut pas faire d'hypocrisie en disant oui mais c'était pire avant, parce que ça reste encore pire aujourd'hui. On est en 2022 avec tous les mouvements qui se sont créés, les mouvements MeToo, etc. Il est inconcevable pour moi qu'une femme doive se battre pour demander du respect qu'elle mérite, parce que c'est une femme. Et quand on est une femme antillaise, on doit encore se battre plus. C'est une dépense d'énergie qu'on pourrait mettre ailleurs, justement, pour valoriser ce que l'on fait. Et on est obligé de se battre doublement, non seulement pour montrer qu'on est un être humain, compétent, intelligent, brillant, visionnaire, et en plus de ça, on doit se battre pour faire respecter nos envies, nos désirs, nos besoins. Je reste affligée par ces temps que nous vivons encore aujourd'hui. Mais, comme je suis très shining mood et que je préfère être dans un esprit de brillance et de rayonnance, je reste optimiste parce que c'est petit à petit qu'on fait changer les mentalités. C'était pire avant, mais c'est pas toujours bien, c'est toujours pas bien aujourd'hui, pour moi. En tant que femme de scène, l'image que je défends, c'est l'image d'une femme élégante, d'une femme de son temps. Je ne vais pas du tout suivre le courant de l'hypersexualisation féminine. Je pense qu'on peut être une femme en montrant juste un petit bout d'épaule, avec un sourire. Et la voix, lorsque l'on est chanteuse en l'occurrence, la voix parle pour soi-même. Donc ce que je défends quand je suis sur scène, c'est tout d'abord de l'élégance, de la féminité, mais pas une féminité sexualisée. Je le refuse et ce n'est pas ce que les gens viennent voir. C'est ce à quoi on a voulu les habituer. Mais les retours que j'ai lorsque je descends de scène, c'est plutôt j'adore ta tenue, t'as un super make-up, mais quelle élégance, etc., etc. Et donc c'est ce que je défends aussi dans mon travail et avec mes élèves. Il y a deux femmes qui m'inspirent particulièrement, deux femmes antilo-guyanaises. La première, c'est Jocelyne Berroir, dont je suis absolument fan, elle le sait, parce que elle est absolument authentique. Et pour moi, c'est vraiment une femme avec un F majuscule. Elle n'est pas hyper sexualisée, elle a du caractère, mais elle a également beaucoup de tendresse. C'est une personne, lorsque tu l'écoutes parler, qui a une voix très douce, très posée. Donc elle est vraiment agréable à écouter. Et quand elle chante, elle rentre dans des rôles d'interprète pour faire ressortir la pléiade des caractères de la femme antillaise. Et pour cela, je l'admire, parce qu'elle défend le créole comme langue qui peut être chantée. Elle défend le fait que ce soit une femme martiniquaise, donc elle est fière de ça. Et puis, n'oublions pas que c'est la première femme martiniquaise au monde qui a pu se produire dans autant de lieux sur scène et qui a rempli le Stade de France. Ne serait-ce que ça, elle a droit à tout notre respect. La deuxième personne que j'admire particulièrement, et surtout pour son éloquence et son esprit extrêmement brillant, c'est Christiane Taubira. C'est une femme qui a la faculté de prendre du recul, de répondre à ses détracteurs, d'avoir une vision. Malgré les aléas de la vie, malgré les bâtons qu'on puisse lui mettre dans les roues. Et à elle seule, pour moi, elle représente également une grande élégance, une grande éloquence. Et je préfère qu'on prenne ces deux femmes en référence plutôt qu'on aille prendre d'autres références parce que caricaturales, parce que sexualisées, parce que dévoyées, etc., etc. Donc je défends ça. Est-ce que ce qu'on partage avec les autres est vrai et sincère ? Ça peut faire bisounours parfois de réfléchir comme ça, mais je suis profondément convaincue que si on est animé par le beau et le bien, ça rayonne autour de nous.
Et ça change aussi la façon d'être des autres autour de soi. Ça permet de faire des switches psychologiques où les personnes se disent « Ah, je peux être quelqu'un de bienveillant, je peux être quelqu'un de généreux, je peux être quelqu'un de bon. » Et je préfère diffuser ça et le multiplier plutôt que diffuser des valeurs négatives. Il y en a beaucoup trop dans ce monde aujourd'hui, à mon sens. Les passions qui m'animent en dehors de la musique ou de l'enseignement ou de travailler dans une production, c'est dormir. Peut-être parce que je manque de temps pour le faire. J'aime dormir. J'aime aller en Martinique. C'est quelque chose qui me revigore. J'ai l'impression de renaître à chaque fois que je pose le pied là-bas. Ma passion, c'est l'éducation de ma fille aussi, parce que en tant que mère célibataire, il faut savoir délivrer les bonnes valeurs. Donc c'est une vraie passion. Et puis la voir grandir, devenir préadolescente et puis bientôt femme, c'est tellement gratifiant. Mais bon, si je devais en donner une principale, je dirais aujourd'hui, c'est dormir. Alors, 24 heures dans la peau de Maddy Orsini, c'est toujours des journées différentes. En l'occurrence, une des 24 heures que je préfère, si on peut dire ça comme ça, c'est animer les ateliers de l'école vocale créole avec mon comparse Paco Manalma. C'est recevoir nos 25 élèves cette année et partager avec eux la créolité, la vocalité créole, les faire se sentir complètement légitimes dans l'interprétation de nos plus beaux standards de cette musique, leur enseigner également ce qui se passe dans l'industrie de la musique. Et c'est des journées qui vont commencer à 10h et se terminer à 22h. Donc ça, c'est une des 24 heures. Il y en a tellement d'autres. Alors, est-ce que je pense que c'est une chance d'être une femme ? On m'a demandé si c'était une chance d'être jumelle. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que c'est de ne pas être jumelle. Donc je ne saurais pas te dire si c'est une chance ou pas d'être une femme. En tout cas, en tant que femme, je m'accepte et je m'aime telle que je suis, avec les petits complexes, bien entendu, avec l'âge qui passe, avec les désagréments liés à cet âge qui avance. Mais il y a toujours cette phrase que je me remémore, c'est si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Et j'aurais tellement aimé savoir tout ce que je sais aujourd'hui. Donc, être femme, j'aime ce que je suis. Et j'aime l'âge dans lequel je suis également aujourd'hui. Si j'avais un message à délivrer aux autres femmes, je leur dirais « Soyez vraiment vous-même. Ne vous conformez pas à l'idée que vous pensez que les autres doivent avoir de vous. » Je suis passée longtemps à côté de ce conseil-là, donc je le dis à qui veut l'entendre. Soyez vous-même. Soyez belle, soyez brillante, soyez rayonnante, soyez fière, respectueuse de l'autre pour avoir le respect d'autrui. Osez être vous-même avec votre sensibilité, avec vos forces et ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de pire que de passer à côté de sa vie. Dans quel domaine je souhaiterais voir progresser les femmes ? Ça veut dire qu'on est tenu en arrière. Et je n'ai pas envie de penser qu'on est tenu en arrière. J'ai envie de penser que nous sommes toutes des femmes qui faisons plutôt avancer les choses. Donc je ne vais pas avoir de domaine où je veux les voir progresser. Je vais plutôt voir des domaines dans lesquels elles doivent continuer. Les femmes sont présentes dans tous les pans de la société, que ce soit la science, la politique, la culture, l'éducation. Il y a des femmes qui sont à des postes importants. Il y a des femmes qui sont entrepreneurs. Il y a des femmes artistes. C'est à nous de nous rendre de plus en plus visibles. On n'a pas à demander la permission, on doit juste prendre la place qui nous est due et avancer dans ce sens. Donc on va progresser de toute façon, on est déjà en train de le faire. Une citation qui m'inspire, c'est Goethe, qui a dit « Lorsque vous prenez une décision, tout l'univers conspire à vous faire réussir ». Et c'est exactement ce que j'ai fait il y a quelques années quand je me suis lancée avec Paco Manalma dans la production SMS Artistes et quand j'ai fondé l'école vocale créole. Donc ça me correspond complètement, parce que tout s'est aligné à ce moment-là comme par magie. Belle Dame, c'est une personne, pour moi, c'est une personne remarquable. Cette série de portraits nous permet de découvrir des femmes issues des Outre-mer, mais pas que, qui font des choses remarquables. Parce qu'elles sont chefs cuisiniers, parce qu'elles sont artistes, parce qu'elles sont écrivaines, parce qu'elles se battent pour une cause, comme
comme contre la drépanocytose, parce qu'elles ont fondé l'école vocale créole. Donc j'estime aussi que c'est quelque chose de remarquable. Et c'est une femme qui est fière de qui elle est, de ce qu'elle fait, qui fédère autour d'elle et qui, bien entendu, pour ce faire, a une belle âme. Mais ça, c'est, je pense que si on a choisi Belle Dame, c'était dans cette vision-là.